espagnol, et ses premières expériences cinématographiques ont été très remarquées. Tenemos 18 años, une comédie alors très originale sur à la fois un peu l'évocation de la jeunesse espagnole de l'époque. Et c'est là qu'on commence à voir les premières images en fait fantastiques de Jesús Franco, un personnage inquiétant dans un château, une sorte de monstre pervers qui veut dévorer les deux malheureuses jeunes filles qui sont tombées entre ses griffes. Et ensuite, il va s'orienter presque définitivement vers le fantastique avec Gritos en la noche, qui est un film qui montre son talent visuel. Moi, je voulais faire un film super violent et engagé comme ça qui s'appelait Les Pendus. J'ai trouvé un compositeur français et un espagnol, et les deux étaient d'accord, tout était parfait. Et quelque chose comme 3 semaines avant le début du tournage, ils sont interdits définitivement l'histoire. Ils ont dit non, allez, on va te faire foutre, comme ça. Et alors, c'est là que j'ai décidé de faire autre chose. Une chose que moi je ne trouve pas odieuse, mais qui soit acceptée. Alors c'est là que, puisque j'étais déjà mordu total du cinéma de d'épouvante, je dis que je vais faire un film de d'épouvante. L'action se passant dans un pays imaginaire, et alors qu'est-ce qu'ils auront à me dire? Et en effet, le projet était l'horrible Docteur Horror, et ils m'ont à peine coupé 3 mètres de métrage. Et ça a été le premier, et ça a changé ma vie, parce qu'après, je voulais être plus manuel, je ne voulais pas être, voyez-vous. C'est quelqu'un qui a un talent hors norme dès le départ, mais dont le talent justement ne va être trop grand pour les limites étroites du cinéma conventionnel espagnol de l'époque. Il va tout de suite avoir des problèmes avec ses producteurs, la censure, on lui refuse des projets, et donc naturellement, il va s'orienter vers les coproductions, puis ensuite les tournages à l'étranger. C'est quelqu'un qui, à la fin, va tellement tourner à l'étranger. Alors, il a déjà énormément tourné, plus de 170 films, mais il a tellement tourné à l'étranger que lui-même dit ne plus se considérer comme un cinéaste espagnol. Et pourtant, il avait l'ambition d'être un nouveau Buñuel, en tout cas un nouveau grand cinéaste espagnol. J'étais en train d'écrire un scénario avec Jean-Claude Carrière. Et Jean-Claude m'a dit, et donc le père Buñuel veut te connaître. Le premier entretien que j'ai eu avec lui, qu'on est allé, Jean-Claude m'accompagnait, et il m'a dit, ah, alors vous êtes les fameux Jess Franco? J'ai dit, oui, mais c'est pas de ma faute, je m'appelle comme ça. Et il me dit, mais vous êtes un enfant. À l'époque, j'avais 36 ans. Hein. Vous êtes un enfant. Moi, j'ai dit, non, je ne suis pas un enfant, j'ai 36 ans. Pour moi, un enfant. Et alors, on a commencé à bavarder, et on était bien d'accord dans pas mal de choses. Enfin, c'était super. Mais j'ai eu la chance donc d'être puni par la censure, par l'établissement. Et après, on m'a fait la vie impossible. Le titre qui ouvre la saga Valdemar Daninsky, c'est La Marca del Hombre Lobo, film de 1968, qui est un projet un peu hors norme pour le cinéma espagnol de l'époque, parce qu'il est tourné en 70 mm, c'est une coproduction avec l'Allemagne, et surtout il est tourné en 3D. Et c'est en termes commerciaux sans doute la saga et la franchise qui va récolter le plus d'argent, celle qui va être le plus souvent diffusée, la plus vue. Et puis surtout, c'est le film qui sert de détonateur à l'éclosion du genre fantastique en Espagne, après le succès qui va être très grand du film en 1968. Pendant en gros une dizaine d'années, le cinéma populaire espagnol va exploiter le filon fantastique avant ensuite de passer à autre chose. Aquella película, cuando yo la escribí, nadie la quería hacer, ¿no? En España. Consideraban que era algo que podían hacer los anglosajones, pero que películas de vampiros y hombres lobos en España era absurdo, ¿no? Cuando lo que interesaba era la comedia, lo que daba dinero era la comedia, y fue muy difícil conseguir hacerla, ¿no? Menos mal que los alemanes vinieron en mi auxilio y pusieron el dinero para rodarla, ¿no?
Yo no había visto películas, nada más que una cuando era muy pequeñito, que me colé en el cine y vi Frankenstein y el hombre lobo, y me dejó marcado, pero tenía 6 años. Y con ese recuerdo y mi propia imaginación me inventé la marca del hombre lobo, ¿no? Entonces me seducía el personaje del hombre lobo por su humanidad, ¿no? Luego la parte liberadora del amor, y que eso fue un invento mío, ¿eh? El hacer el amor, como redimirse con el amor. Y yo de alguna manera creo que La marca del hombre lobo es la primera película realmente fantástica del panorama español, que juega con los grandes mitos, además de la licantropía y el vampirismo, ¿no? La definió muy bien la especialista en cine fantástico que fue tan importante, Ornella Volta, que dijo que era un cuento de hadas con un hombre lobo dentro. Y eso es lo que es la película, ¿no? Alors Narciso Ibáñez Serrador, c'est quelqu'un qui s'est formé en partie en Argentine, dont le père lui-même s'est illustré dans le cinéma fantastique argentin, qui a réalisé un film célèbre là-bas qui est Obras Maestras del Terror, dans lequel Narciso Ibáñez Serrador d'ailleurs fait une petite apparition, et qui a découvert à la fois le fantastique et le monde de la télévision, donc avec son père, au début des années 60. Quand il décide de revenir en Espagne et qu'il commence sa carrière là-bas, il va vraiment être celui qui, avec son Jesus Franco aussi, va être l'un des précurseurs du fantastique. C'est sans surprise qu'ensuite on va retrouver Narciso Ibáñez Serrador dans la production cinématographique. Il va réaliser deux films qui sont, à mon avis, parmi les meilleurs qui étaient produits en Espagne dans ce type de film. C'est La Residencia, un film extrêmement gothique qui se déroule dans un décor réel d'ailleurs, un château qui s'appelle le château de Comillas, qui raconte l'histoire d'une résidence pour jeunes filles qui est tenue par un personnage très autoritaire. Il y a l'homosexualité refoulée, il y a une vision très sombre des relations humaines, des relations maternelles aussi. C'est un film qui a une facture visuelle qui est très belle, qui est très soignée, et il va rééditer un petit peu cet exploit de manière, je trouve, encore plus convaincante dans Quien puede matar a un niño, en poursuivant un certain nombre de paradigmes du premier film, notamment l'idée selon laquelle les enfants pourraient être plus inquiétants que les adultes. En tout cas, il utilise la cruauté des enfants comme point central dans son récit. Alors concernant ces deux films, il y a souvent une tendance à vouloir en proposer une lecture politique, y voir des paraboles contre le franquisme. Enfin, les lectures politiques d'ailleurs ont parfois été un petit peu confuses, parce qu'on a accusé Quien puede matar a un niño d'être à la fois une apologie du communisme et une apologie du fascisme. Donc finalement tout le monde a pu y voir un petit peu ce qu'il voulait. Alors Narciso Ibáñez Serrador réfute ces lectures politiques de son œuvre. Il dit que en fait ses préoccupations elles ont toujours été purement esthétiques. Son souci a été de raconter des histoires qui sachent captiver le public, et qu'il n'y a jamais eu la moindre intention politique dans son cinéma. La dictature, on va dire, n'était pas son souci. Alors néanmoins, je pense qu'on peut quand même relier ces films, et notamment Quien puede matar a un niño, à une tradition du cinéma franquiste. Et il me semble que Quien puede matar a un niño est une sorte de déconstruction ou de réponse à toute une tradition franquiste du cinéma où les enfants étaient représentés comme des modèles de bonté, de vertu. Mais néanmoins, il rappelle quelque chose de très juste, qui est que chez les enfants, la notion de bien, de mal est inexistante, et qu'ils peuvent avoir une cruauté qui est très spontanée. Et que ça, c'est toujours quelque chose qui l'a effrayé. Le milieu des années 80 est une période vraiment de vache maigre pour le cinéma fantastique espagnol. Et alors si on rajoute en plus à ça l'échec retentissant d'un film qui a coûté cher et qui aurait dû être une réussite de l'heroic fantasy à l'espagnol qui était El Caballero del Dragón, on a là tous les ingrédients réunis pour que pendant plusieurs années le cinéma fantastique soit un petit peu mis en sourdine. Et puis au milieu des années 90, on assiste à une résurgence de ce cinéma fantastique espagnol qui, à présent ou alors, peut se prévaloir d'une tradition.
Et ça va être l'époque à laquelle vont apparaître les Alex et les Iglesias, les Alejandro Amenábar et d'autres réalisateurs qui vont revitaliser le genre alors toujours en lui donnant une coloration internationale. Je crois qu'il y a deux caractéristiques qu'on va retrouver dans le cinéma fantastique espagnol des années 90, qu'on a déjà dans le cinéma des années 60-70. C'est une base économique qui souvent est catalane, pas exclusivement, mais les entreprises du genre sont souvent situées à Barcelone. Alors, on avait dans les années 60-70 la compagnie Profilmes, qui avait obtenu beaucoup de succès dans ses productions, notamment des films de Jacinto Molina. Et puis, on va avoir dans les années 90 la Fantastic Film Factory, par exemple, qui va connaître un petit peu une trajectoire identique, avec de beaux succès à l'exportation. Et alors, l'autre caractéristique qui serait plus esthétique, ce serait une tendance à dissimuler, alors, je ne vais pas dire totalement rayer ou rendre inexistence, mais en tout cas dissimuler les signes d'hispanité. Ce sont souvent des films